Comment un ado qui faisait des vidéos de jeux vidéo dans sa chambre est devenu le plus grand youtubeur du monde? Non, ce n'est pas une histoire de chance, c'est l'histoire d'un plan. Voici comment MrBeast a stratégiquement construit son empire. D'un côté, on a MrBeast 6000, un pseudo Xbox choisi un peu au hasard. Pendant des années, il publie des vidéos de Minecraft, de Call of Duty. Sans grand succès, il stagne sous les 5000 abonnés. Et de l'autre, il y a le MrBeast d'aujourd'hui, un véritable titan des médias, connu pour ses productions gigantesques et ses actes de générosité complètement fous. Le changement est tellement radical qu'on est obligé de se poser la question. Est-ce que c'est juste un coup de bol, un buzz qui a bien tourné, ou est-ce que cette ascension a été calculée, pensée, presque conçue étape par étape? Alors plongeons dans cette histoire. L'idée principale ici, c'est que son succès, ce n'est pas du tout un accident. C'est plutôt l'œuvre d'un véritable ingénieur de l'attention qui a méthodiquement démonté puis inversé les codes de la plateforme YouTube. Et pour bien comprendre comment il a bâti son empire, il faut commencer là où la plupart des gens auraient abandonné, dans l'ombre face à des échecs répétés. C'est là, en fait, que les leçons les plus importantes ont été apprises. Allez, on remonte le temps. Direction la période 2012-2015. On est en plein air MrBeast 6000, un créateur parmi des milliers d'autres et complètement invisible. À cette époque, sa stratégie était assez basique, l'imitation. Il faisait ce que tout le monde faisait, il jouait aux jeux à la mode et il parlait des youtubeurs à la mode en espérant, bien sûr, récupérer quelques miettes de leur audience. Une tactique qui semble logique, mais qui s'est révélée totalement inefficace. Cette petite phrase, tirée d'une de ses vieilles vidéos, elle dit tout. L'ambition, elle était là, c'est sûr, mais ses attentes étaient au plus bas. Il était parfaitement conscient de son anonymat. Le succès, à ce moment-là, c'était vraiment un rêve lointain, presque improbable. Après 3 ans à s'acharner sans aucun résultat, la conclusion était limpide. Pour se faire remarquer sur une plateforme aussi saturée, copier ce qui marche ne suffit pas. C'est même le meilleur moyen de se fondre dans la masse. Et cette prise de conscience a été le véritable point de départ de sa carrière. On avance un peu, vers 2015-2016. C'est là que, après des années de tâtonnement, il trouve enfin quelque chose qui accroche. Il a compris que parler de lui-même n'intéressait personne, alors il a changé son fusil d'épaule. Il s'est mis à créer du contenu sur YouTube en commentant la culture de la plateforme. Et il y a une série en particulier qui a tout changé. Et voilà le concept qui lui a offert son premier vrai succès. Worst Intros on YouTube. Le principe était tout bête. Il compilait les intros de vidéos les plus ratées qu'il pouvait trouver et il s'en moquait gentiment. C'était sarcastique, un peu grinçant, mais surtout, c'était original. L'effet a été immédiat. Sa chaîne a enfin décollé pour atteindre environ 30 000 abonnés. Alors, ce succès reste modeste, mais pour lui, c'était une validation énorme. C'est ça qui lui a donné le courage de tout miser sur YouTube et de plaquer ses études, d'ailleurs contre l'avis de sa mère. On arrive maintenant en janvier 2017, c'est le moment clé, le moment où une seule et unique vidéo va le propulser du statut de petit créateur à celui de phénomène viral. Le succès de ses worst intros, c'était super encourageant, mais il savait qu'il devait frapper encore plus fort. Il lui fallait une idée tellement folle que personne ne pourrait passer à côté. Et cette idée, c'était de se filmer en train de compter, jusqu'à 100 000. Un défi d'endurance complètement absurde, inutile, qui a duré plus de 40 heures. Bon, alors, pourquoi un truc aussi fou a marché? Pour comprendre, il faut regarder ce qui se passait dans les coulisses de YouTube à ce moment-là. L'algorithme venait de changer. Il ne privilégiait plus les clics, mais la durée de visionnage, le fameux watch time. En gros, le but de YouTube, c'était de garder les gens sur sa plateforme le plus longtemps possible. Et c'est là qu'on voit tout le génie du truc. Sa vidéo de comptage, ce n'était pas juste un défi stupide. C'était une arme conçue sur mesure pour l'algorithme. En créant un contenu extraordinairement long, il a envoyé un signal massif à YouTube. Cette vidéo retient l'attention des gens. Et l'algorithme a fait exactement ce pourquoi il est programmé. Il l'a propulsé partout. Avec ce succès viral, il a attiré des millions de vues, bien sûr, mais aussi l'attention des sponsors. Et ce qu'il a fait de son premier gros chèque a défini tout son avenir. Son premier grand contrat de sponsoring, c'était avec l'appli Quid, et il s'élevait à 10 000 $. Pour un jeune créateur, c'est une somme qui change une vie. Mais au lieu de le mettre dans sa poche, il a fait un truc radical. Il a transformé ces 10 000 $ en contenu. Comment? En les donnant intégralement à un sans-abri devant sa caméra. C'est là qu'est née sa marque de fabrique, la philanthropie spectaculaire. Et cette décision a créé un modèle économique qui s'auto-alimente. C'est un cercle vertueux. Le point clé, c'est ça. Chaque dollar gagné n'est pas un profit,
c'est un investissement pour la prochaine vidéo, qui sera encore plus grande, qui attirera plus de sponsors, et ainsi de suite. Il a transformé la création de contenu en une machine à croissance exponentielle. Bon, si on résume un peu tout ce parcours stratégique, qu'est-ce qu'on retient? Ce tableau résume parfaitement ces 4 grandes phases. On passe de l'expérimentation dans le vide à la création d'une petite niche, puis à la maîtrise de l'algorithme, pour finir par l'invention d'un modèle économique révolutionnaire. Chaque étape est construite sur la précédente. C'est ça qui est fascinant. Voilà, c'est peut-être la phrase qui résume le mieux toute sa démarche. Pour lui, YouTube, ce n'était pas de l'art, c'était une science. Un système complexe, avec des règles, des entrées, des sorties, qu'il s'est simplement acharné à comprendre pour le maîtriser. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. L'histoire de MrBeast, ce n'est pas juste l'histoire d'un YouTuber, c'est une véritable étude de cas sur la nature de l'attention à notre époque. Et s'il a réussi à en devenir l'architecte en chef, quelles sont les implications pour le futur des médias, de la culture et même de la philanthropie? C'est la grande question que son parcours nous invite à nous poser.